Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée organisée par le MEDEF Touraine. Une table ronde enregistrée lundi 23 novembre en public. Un rendez-vous économique nécessaire, organisé dans une période troublée depuis déjà quelques années et qui n'a peut-être jamais été aussi complexe aujourd'hui. Alors céder pour rebondir, reprendre pour dynamiser, c'est l'axe d'espérance que nous allons mettre en exergue ce soir avec nos invités en plateau. Une table ronde radiophonique qui va se dérouler donc en 3 thèmes avec à chaque fois un expert et un témoin. Nous commencerons par la reprise d'une entreprise en difficulté avec Frédéric Blanchard de l'étude de Maître Michel, il est administrateur judiciaire, et Denis Nézard de CSI Réseau basé à Ligugé au sud de Poitiers. Un point ensuite sur les bonnes pratiques avec Maître Mathieu Luciani, avocat au cabinet d'avocats d'affaires Fidal, et Christian Provost de l'entreprise Bara. Enfin, 3e thème autour des clés du rebond de l'entreprise en difficulté avec Marie-Cécile Galloyer, expert comptable in extenso. Et puis comme témoin, Bruno Poilpré de l'entreprise Rouillot. Alors je me tourne vers notre premier expert et notre premier témoin, Frédéric Blanchard et Denis Nézard. Bonsoir. 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 Bienvenue à cette soirée, bienvenue sur RCF. Reprendre une entreprise en difficulté, premier thème de cette soirée sur la transmission d'entreprise. C'est vous qui allez donner le cadre juridique de cette soirée. Franck Michel, vous êtes administrateur judiciaire. En quelques mots, pour nos auditeurs, votre mission, votre métier. Oui, donc je suis Frédéric Blanchard, le collaborateur de Franck Michel, qui est administrateur judiciaire, qui en bon patron m'a demandé de le remplacer au dernier moment. Je pense qu'il y en a qui sont habitués. Le micro bien devant la bouche. Oui. Donc, en fait, notre métier consiste à accompagner les entreprises en difficulté pour tenter de trouver des solutions à leur côté, tenter de trouver des solutions de redressement aux côtés du chef d'entreprise. De notre point de vue, on a, vous l'avez tous constaté, depuis 2008, une accélération des difficultés et des défaillances des entreprises. Un thème que vous pourrez peut-être aborder dans d'autres séminaires, c'est notamment la prévention des difficultés, puisque avant la défaillance de l'entreprise, il y a une phase possible de diagnostic et de prévention pour éviter les défaillances de l'entreprise. Aujourd'hui, très clairement, depuis 2008, les défaillances d'entreprises augmentent fortement. On avait l'habitude d'avoir, dans les années 90, autour de 30 000 défaillances par an. On est maintenant à 60 000 défaillances. Donc le tissu économique est très affecté, mais ça peut constituer, comme vous l'avez dit en introduction, une opportunité pour des chefs d'entreprise de se redéployer. Deux types de procédures que vous connaissez, dont vous avez entendu parler. La première, la liquidation judiciaire. Dans cette hypothèse, les cessions qu'organisent les liquidateurs sont traditionnellement des cessions d'actifs, même s'ils peuvent intervenir sur des TPE pour avoir des reprises un peu plus importantes. Mais c'est surtout dans le cadre, et l'activité est malheureusement arrêtée. Ça représente sur les 60 000 défaillances d'entreprises aujourd'hui à peu près 85% des entreprises, des chefs d'entreprise qui n'ont plus la capacité ou qui ne souhaitent plus poursuivre leur activité et qui sollicitent auprès du tribunal un arrêt de cette activité. Et puis il y a à peu près 15% de nos entreprises en difficulté qui souhaitent poursuivre leur activité. Et dans ce cadre-là, ils sollicitent une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde, sachant que c'est principalement et spécifiquement la procédure de redressement judiciaire qui peut organiser la cession de l'entreprise. Les entreprises qui sont placées en redressement judiciaire, là aussi, on a des statistiques qui sont à peu près vérifiées partout. Un tiers sollicitent une sortie, par le haut, c'est-à-dire vont obtenir du tribunal un plan d'appurement de leur dette, comme un emprunt qu'elles vont régler sur une durée maximale de 10 ans. Un tiers, malheureusement, ne trouveront pas de solution et seront alors convertis en liquidation judiciaire. Et un tiers de ces chefs d'entreprise vont rechercher, aux côtés des organes de la procédure du tribunal, des solutions de reprise.
Cette solution de reprise s'effectue dans le cadre juridique qu'on appelle un plan de cession. Et on parle de cession de fonds de commerce. C'est très rare dans nos activités de voir des candidats à la reprise qui se positionnent pour reprendre les titres des parts sociales d'une entité, puisque dans ce cas, ils reprennent effectivement l'actif et le passif. Et bien souvent, malheureusement, le passif est d'une telle importance, c'est la raison pour laquelle le chef d'entreprise ne peut pas régler cette dette et se tourne vers un repreneur. Donc on va parler de plan de cession et de cession de fonds de commerce. Pour ceux qui ont l'habitude, la cession de fonds de commerce est une cession d'actifs. Il y a, comme dans toute règle, des exceptions. Il y en a deux principales. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous lire le code de commerce, mais ça va vous parler. Il y a deux passifs latents que les candidats à la reprise devront prendre en compte. C'est notamment le passif au niveau social, tout ce qui est l'ancienneté du personnel, tous les droits acquis par le personnel repris, et également des emprunts qui devront être repris par nos candidats à la reprise dès lors que ces emprunts, dès lors que les banquiers ont financé un actif qui fait partie de la reprise. Dans ce cas, vous avez donc deux éléments de passif, et c'est important dans le cadre d'une reprise, puisque les partenaires bancaires sont souvent très affectés également par ces défaillances et voient dans ce cas-là un traitement un petit peu de faveur, voient leur emprunt repris par rapport à d'autres créanciers qui, malheureusement, ne toucheront pas grand-chose. Le périmètre de reprise du repreneur, vous l'avez évoqué. Que demande le tribunal, lui, au repreneur, précisément ? Alors oui, je vous remercie. Donc le périmètre, revenir un petit point sur le périmètre. Dans nos affaires à reprendre vis-à-vis du tribunal, c'est un intérêt pour le repreneur, c'est-à-dire qu'il détermine son périmètre. Il détermine son périmètre, il va déterminer les activités qu'il reprend. Il peut faire des reprises partielles d'activités, il peut proposer de reprendre partiellement une activité, une ou plusieurs activités, il peut reprendre l'activité totale, il peut reprendre les actifs également qu'il détermine, et sur le volet social, qui est le volet le plus important, il va déterminer également les postes qu'il reprend et les postes qu'il ne reprend pas. Donc effectivement, c'est un intérêt pour un repreneur de se positionner dans les entreprises en difficulté, c'est de déterminer son périmètre. Alors, pour répondre précisément à votre question, le tribunal, lorsqu'il reçoit les offres présentées par l'administrateur judiciaire, il va s'attacher à analyser ces offres à travers trois objectifs que la loi lui a fixés. Ils sont très simples et vous allez les comprendre. Tout d'abord, la qualité du repreneur, quel est son projet, quels sont ses partenaires financiers. Vous le verrez, je pense que c'est plus important d'ailleurs d'écouter les témoins d'entreprises en difficulté, parce qu'il y a un aspect séduction à avoir du repreneur. Ce n'est pas séduction du tribunal, puisque je vous rappelle que les magistrats sont des chefs d'entreprise comme vous, donc ils connaissent l'entreprise, mais ils ont ce point fort qu'ils connaissent également l'entreprise en difficulté. Mais il y a une certaine forme de séduction à avoir, c'est surtout vis-à-vis du personnel, emmener les personnes qui sont encore présentes au sein de l'entreprise, parce qu'une entreprise en difficulté, par hypothèse, c'est un petit peu plus difficile que de reprendre une entreprise in bonis. Donc, la pérennité du projet, la pérennité des emplois, je vous en ai parlé. Donc le tribunal va s'attacher effectivement à ce que, à côté du projet, correspond bien un nombre de salariés cohérent avec le projet de reprise. Et enfin, le troisième aspect, c'est le volet financier vis-à-vis des créanciers, c'est-à-dire le prix qu'il offre. La loi n'a pas organisé de hiérarchie parmi ces trois objectifs, mais ceux qui ont l'expérience savent que bien souvent les créanciers sont quelque part sacrifiés dans ces reprises. Un petit bémol sur ce sacrifice des créanciers. Les créanciers, lorsqu'une entreprise est reprise, voient aussi la continuité dans les échanges commerciaux avec le repreneur. Exemple, un fournisseur qui a été malheureusement impacté par la procédure est parfois satisfait de voir qu'un repreneur va poursuivre ses relations commerciales, même s'il a perdu beaucoup dans cette défaillance.
Frédéric Blanchard, dernière question. Quel est l'avenir d'une entreprise qui a été transmise en moyenne? Oui, donc, comment ça se passe on vous le disait en introduction, nous ne revoyons que très rarement nos repreneurs au tribunal en défaillance. Moi, peut-être en 20 ans d'activité, j'ai dû en revoir un ou deux. Donc il y a vraiment un taux de réussite. Le repreneur d'une entreprise en difficulté, c'est un chef d'entreprise qui arrive à détecter les difficultés, mais qui sait aussi y remédier et qui va y mettre les moyens, comme vont sûrement vous dire les témoins de la reprise de l'entreprise en difficulté. RCF. Merci Frédéric Blanchard, administrateur judiciaire. Reprendre une entreprise en difficulté, témoignage maintenant de Denis Nézard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du groupe CSI Réseau que vous allez nous présenter à l'Assemblée ce soir. Oui, exactement, Réseau, pour vous reprendre, puisque je suis le PDG, je préfère chef d'orchestre de la holding métier CSI Réseau, construction, service et ingénierie, composée de 6 PME. Voilà, j'ai commencé cette aventure en 1998 par le rachat de ma première PME, lorsque j'étais ancien cadre dirigeant déjà dans le bâtiment, dans la construction. À l'âge de 33 ans, j'en ai aujourd'hui 50, 51. Sur ces 6 entreprises qui sont réparties sur le territoire entre le Limousin, le Poitou-Charentes et la Touraine depuis peu, j'ai eu l'occasion effectivement de reprendre une entreprise qui s'appelle Champigny-Ségel aujourd'hui, qui s'appelait Iber Champigny à l'époque, en 2011, devant le magistrat, comme on dit entre guillemets, à la barre du tribunal. Voilà. Pourquoi ce choix d'avoir repris une entreprise en difficulté? Alors écoutez, c'est pas un choix, c'est tout simplement un chef d'entreprise qui a des projets, qui est à l'écoute de ce qui se passe sur le terrain. Et sur le terrain, vous pouvez aussi bien être sollicité par un cédant qui a une entreprise à céder, et un cédant qui a cédé une entreprise en forme, qui pour un départ à la retraite, et aussi une entreprise en difficulté. Et là, dans le cas présent, j'ai été contacté par un chef d'entreprise qui était en grande difficulté, pour reprendre l'entreprise dans ces conditions-là. Comment s'est déroulée cette reprise? Fort bien, puisque 4 ans après, notre entreprise va bien, nous l'avons développée. Maintenant, maintenant, ça reste un parcours auquel il faut être préparé. C'est-à-dire que je pense que la grande différence, c'est le temps imparti. Il faut, je crois qu'il y en a dans la salle, des futurs repreneurs. Il faut bien savoir que un cédant qui est là pour donc une poursuite d'activité Inbonis d'une entreprise Inbonis, bon, on se donne le temps, on prépare les choses, alors que sur une session particulière comme celle que j'ai pu faire, le temps est donné, c'est-à-dire qu'on a à peu près 2 mois pour se faire une idée sur l'entreprise, 2 mois pour prendre les informations, avoir les informations nécessaires, faire fonctionner son réseau, 2 mois pour jauger le cédant, le chef d'entreprise qui est des fois dans un état psychologique pas toujours très très bon, 2 mois pour jauger aussi le social de l'entreprise. Les gens sont plutôt usés en général, et donc là il faut bien les mesurer, la part de risque. On sait qu'en général les bons collaborateurs ont tendance à partir ou être chassés, pour reprendre un terme. Donc il faut être très très prudent à cet endroit. Autre élément qui me semble primordial aussi, c'est l'état des créances, et en tout cas l'état psychologique des créanciers aussi. Dans les créanciers, il y a les banques, donc il faut forcément les identifier, savoir avec qui on va pouvoir continuer à travailler ou pas, et il y a aussi les fournisseurs. Et les fournisseurs peuvent construire comme déconstruire une entreprise aussi, puisqu'ils ont tous les éléments de votre entreprise. En revenant sur un point important, le social. Voilà. En général, vos collaborateurs sont connus de vos fournisseurs. C'est-à-dire qu'un fournisseur a souvent plus d'informations que vous pouvez en avoir, vous, en arrivant sur un dossier. Voilà, donc ce que je retiens, moi, c'est que c'est une compétition. Mais une compétition, quand je dis, alors d'abord, on est en concurrence, faut pas l'oublier. On ne connaît pas sa concurrence. On peut être en concurrence 2 jours avant... voilà, le suspense est maintenu, quoi. Il y a une vraie compétition, mais cette compétition aussi, c'est cette capacité à synthétiser les choses en très peu de temps et à réunir surtout des forces. Et les forces, j'insiste aussi sur un autre point,
L'erreur consisterait à faire des économies de bout de chandelle, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment s'entourer, il faut s'entourer de son expert comptable, il faut s'entourer de son avocat fiscaliste ou avocat de société. Il faut vraiment mettre en place une équipe capable de travailler très 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 vite et de synthétiser un dossier autour du projet. Le troisième point, c'est le projet. Je ne crois pas, moi, alors si ce n'est peut-être acheter un brevet, par exemple, mais dans mon métier, je ne crois pas à une reprise sans projet. Voilà. Et il ne faut pas oublier que ce projet, il faut aller le vendre devant le magistrat. Et quand je dis le vendre, le mot n'est pas trop fort. C'est-à-dire qu'il faut présenter, il faut séduire. Ça a été dit tout à l'heure, mais il faut effectivement séduire pour être retenu. Et le projet pèse au moins 80% à ce moment-là, quoi. Alors justement, vous parlez de séduction. Quels ont été vos arguments pour séduire l'administrateur, le juge, dans cette session de reprise d'entreprise en difficulté? Mon sourire naturel, ma bonne humeur, mon optimisme, sûrement. Il faut être optimiste. Je pense. Alors, modestement, évidemment, mon parcours, lorsque vous arrivez devant un magistrat et que vous avez déjà une expérience d'une dizaine d'années, d'une quinzaine d'années, avec à votre actif déjà 5 sociétés, 15 millions, aujourd'hui 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, forcément ça pèse. Mais au-delà de ça, la reprise est ouverte à tous. Voilà, qu'on soit cadre salarié aujourd'hui, chef d'entreprise averti ou pas. Je pense vraiment que c'est le projet, sa capacité à donner un bon travail, à remettre un bon dossier et être convaincant. Voilà. Aujourd'hui, comment se porte cette entreprise que vous avez reprise? Je vous le disais, elle se porte très bien. Je suis là pour témoigner, donc je peux témoigner que la première année forcément est assez délicate. Alors, c'est pas le terme difficile, en fin de compte, que je retiendrai, c'est délicate. Délicate parce que, je le disais tout à l'heure, les gens sont usés. Vous avez besoin aussi de reconquérir vos clients. Il faut rassurer beaucoup de gens, beaucoup de monde. Et c'est toujours dans un moment où on a tendance plutôt à être excité. En tout cas, voilà, dans l'action, il faut savoir poser les choses. Voilà. Et si j'avais un conseil aussi à donner, c'est que à un moment, bon, si on n'est pas structuré, qu'on y va seul, il faut vraiment arriver à poser les choses. On ne peut pas. Il faut donner une image de sérénité. Il faut être serein avec ses collaborateurs. Je reviens vraiment sur le fond, puisqu'une entreprise sans hommes, il n'y a pas d'entreprise. Voilà. On peut trouver des clients, on peut être plus ou moins, on peut avoir plus ou moins d'empathie avec ses clients. Dans l'entreprise, en revanche, il faut séduire. Voilà. Et vos collaborateurs ont récupéré cette sérénité dont vous nous parlez? Je pense, c'est-à-dire qu'il y a 2 ou 3 mois, on regarde un petit peu ce que veut faire le chef d'entreprise. Vous avez besoin de convaincre à ce moment-là. Il ne faut pas se le cacher. Il y a une année où il y a aussi des collaborateurs qui décident de vous quitter. Donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est une période particulière sur laquelle il faut être très très attentif, hein. Alors, il y a une personne dont on n'a pas parlé dans le cadre de cette reprise, c'est le cédant. Quelle attitude, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez adopté concrètement pour cette reprise? Encore de la séduction. Le cédant, la particularité, c'est que je parle beaucoup de fatigue, de psychologie, mais c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous avez face à vous un cédant qui peut ne plus rien avoir à perdre. Il faut le prendre comme facteur. Quelqu'un qui va faire le maximum probablement pour que son entreprise soit pérenne, mais en même temps quelqu'un qui n'a plus envie de rien. Il faut aussi le prendre en facteur. Donc on est dans cette forme d'ambivalence, mieux, de quelqu'un qui a envie de continuer, de quelqu'un qui a envie, parce que de voir ces hommes travailler demain, de voir le nom pérennisé, et en même temps quelqu'un qui par moment est un peu au bout du rouleau, quoi, qui en peut plus. Donc c'est délicat. Vous l'aurez remarqué, je dis souvent délicat, mais c'est vrai que c'est une période où il faut être attentif à tous les petits leviers, tous les détails. Et sur le cédant, il faut arriver à trouver cette transparence. Un cédant dans ces moments-là, c'est plus toujours où il en est. On lui a demandé des chiffres dans tous les sens. Ça fait 2 ans ou 1 an et demi qu'il a une pression énorme sur les épaules. Et il est souvent perdu. Voilà, il faut arriver à mesurer cette partie-là
Et il a aussi, lui, essayé de le sortir de son quotidien, essayé de le rassurer et de montrer et de convaincre aussi qu'on a la meilleure offre. Voilà, pour le mettre au travail avec vous. Merci Denis Nézard, chef Merci. d'orchestre de CSI Réseau. Des rencontres, des voyages, des découvertes sur RCF. Émission spéciale sur RCF, table ronde organisée par le MEDEF Touraine sur la transmission d'entreprise. Et après ce premier thème, reprendre une entreprise en difficulté, nous marquons une pause musicale. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Elle nous rassemble. Elle nous fait vivre. RCF. La joie se partage. Nous allons passer à la deuxième partie de cette table ronde radiophonique avec le MEDEF Touraine et RCF. La transmission d'entreprise, c'est donc le thème de cette soirée. Nous allons maintenant aborder les bonnes pratiques pour reprendre une entreprise en difficulté avec maître Mathieu Luciani, avocat, et Christian Provost de l'entreprise Bara. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Maître Luciani, que faut-il faire pour se lancer dans une offre de reprise ? Il faut se hâter lentement, il faut réfléchir, il faut faire en sorte d'obtenir de l'information, et ce n'est pas toujours le plus facile dans des périodes qui sont par nécessité troublées. On a donc tout intérêt à être attentif à la qualité de l'information transmise. L'administrateur judiciaire y travaille, bien entendu. Il faut être attentif aux documents qui vous sont transmis dans ce cadre. Il ne faut pas hésiter à solliciter l'administrateur judiciaire pour que l'information soit exhaustive. Cette information, elle est essentiellement nourrie par le chef d'entreprise. Monsieur Nézard l'expliquait à l'instant, le chef d'entreprise se bat souvent depuis longtemps. Il est parfois épuisé, en tout cas psychologiquement. Il est dans un sentiment d'ambivalence certainement entre le fait de dire je veux effectivement sauvegarder du mieux possible ce que j'ai eu à créer, mais néanmoins je sais que l'avenir de l'entreprise ne passera pas par moi. Et donc il y a toujours nécessité effectivement de faire bien attention à l'intégrité et à la qualité de l'information. Alors pour cela, les administrateurs judiciaires proposent de plus en plus souvent un système de data room sur lequel on peut dire un mot. Data room, oui. En fait, qu'est-ce que c'est que la data room ? C'est un système maintenant organisé de manière électronique d'alimentation d'une banque de données, disons, qui est en général accessible en ligne et qui permet effectivement de recueillir l'ensemble des informations. Il s'agit pour l'essentiel de copies de documents comptables, financiers, juridiques, qui permettent de se faire une idée la plus précise possible de l'entreprise et de ce qu'on va avoir la possibilité d'y reprendre. Néanmoins, encore une fois, il ne faut pas hésiter à solliciter l'administrateur judiciaire en charge du dossier pour faire en sorte d'obtenir les compléments d'information qui sont nécessaires.
On est dans une période troublée, on l'a dit, et je pense qu'il est important de pouvoir garder la tête froide et avoir une possibilité d'analyser les choses avec le recul nécessaire, malgré la fuite du temps, puisque, comme M. Nézard l'a expliqué, on est dans des périmètres qui sont limités en termes de timing et qui nécessitent des décisions rapides. Pour prendre ces décisions rapides, il faut bien entendu pouvoir compter sur la collaboration de chacun. L'administrateur judiciaire, je l'ai dit. Le dirigeant, je l'ai aussi un petit peu dit, mais je pense qu'il est essentiel. Le tribunal recueillera le moment venu d'ailleurs son avis sur les offres qui seront présentées. Il est essentiel d'établir un lien de confiance entre le chef d'entreprise en difficulté et le repreneur potentiel, puisque tout va se passer dans la confiance que ces deux hommes vont pouvoir établir entre eux et dans la volonté que le chef d'entreprise aura de voir, de favoriser les offres en général, et peut-être une un peu plus que l'autre. Bien entendu, la décision ne lui appartiendra pas, mais néanmoins, je pense que c'est un critère essentiel. Ce critère, il faut également aller le rechercher, celui de la confiance, auprès des salariés. L'administrateur judiciaire, habituellement, propose effectivement aux candidats repreneurs des sessions qui permettent de rencontrer le personnel. Et là également, c'est essentiel. Essentiel pour établir un lien entre des gens qui aussi sont probablement un peu décontenancés parce qu'ils se posent des questions sur leur avenir. On sait en général que les reprises ne s'effectuent pas sans casse sociale, c'est assez rare. Ça veut dire que les gens se regardent un peu en chien de faïence et ne savent pas, malheureusement, qui va être victime, entre guillemets, de cette reprise. Quand je dis victime, le terme est probablement mal choisi, puisque c'est, disons, un mal nécessaire. Néanmoins, les gens sont, dans cette période, souvent un peu démotivés. Je pense que la machine à café fonctionne à plein régime, que les gens ont besoin de parler et qu'ils ne sont pas toujours aussi tournés vers le travail qu'ils peuvent l'être dans une période où tout va bien. Le chef d'entreprise repreneur, il doit faire en sorte de rétablir un contact, et puis surtout de vendre, le terme ne me plaît pas, mais en tout cas de convaincre par son projet. Le projet, il peut être assez différent de celui qui avait été développé jusqu'alors, et je pense que les gens y seront d'autant plus sensibles, puisque le projet antérieur, il a échoué, c'est le constat. Donc il faut être attentif à ça, il faut réunir en face de soi des gens qui soient prêts à l'écoute et qui soient prêts à passer d'un état de pessimisme ambiant à une vraie volonté de rebondir avec vous. Donc c'est un point qui me semble effectivement important. Cette nécessité, encore une fois, de cristalliser autour de soi les bonnes volontés, et chez les interlocuteurs, il faut également pouvoir compter dessus auprès de ses propres collaborateurs. C'est-à-dire que le repreneur, qui doit agir dans un moment, dans un laps de temps réduit, on l'a dit, il doit avoir la possibilité de s'appuyer sur des gens qui pourront dégager du temps et se rendre disponibles pour l'aider. Alors, il s'agit soit de ses propres collaborateurs quand l'entreprise a une taille qui est suffisante, soit de collaborateurs extérieurs, en l'occurrence les conseils habituels de l'entreprise ou des conseils spécialisés. Bien entendu, les experts comptables, parce qu'il y a une analyse des chiffres qui doit être menée, les juristes, les avocats, mais également, moi je l'ai vécu, des gens qui sont un peu plus spécialisés dans une réflexion stratégique, parce que la reprise d'une entreprise, c'est bien, mais ce n'est pas un coût, ce n'est pas une opportunité de récupérer des actifs à bon compte. C'est bien plus compliqué que ça. Ça s'inscrit dans un processus à moyen et long terme, et il faut qu'on ait la certitude de pouvoir réussir, d'intégrer des cultures d'entreprise qui peuvent être différentes, et là-dessus, il y a une vraie réflexion à avoir. Les chefs d'entreprise peuvent avoir ce recul ou ne pas l'avoir, et je pense qu'il est important qu'ils puissent se faire épauler sur ce genre de sujet. Je ne prêche pas pour ma paroisse, puisque je n'ai pas cette compétence, mais j'ai le sentiment qu'il arrive que des reprises ne soient pas ratées, mais probablement prennent bien plus de temps que nécessaire, parce que finalement les choses ont été mal anticipées. D'où l'importance donc des partenaires que vous avez cités. Il y a un article dont vous souhaitez nous parler, Maître, c'est le 642-12. Alors c'est le grand méchant loup, effectivement. Cet article du Code de commerce, c'est un article qui a trait à la reprise d'actifs qui ont fait l'objet d'un nantissement. Frédéric Blanchard évoquait tout à l'heure. Si on parle en quelques instants effectivement des aspects pratiques de la reprise, on l'a également dit, il y a la possibilité pour le repreneur
de circonscrire son périmètre de reprise à ce que bon lui semble. C'est important de savoir que l'offre peut être partielle ou totale, mais que, le terme est probablement mal choisi, vous avez la possibilité de faire votre marché. Alors évidemment, il faut que tout ça puisse être considéré comme formant un tout et que vous y trouviez l'équilibre nécessaire, mais vous avez la possibilité de ne pas reprendre tel site, de ne pas reprendre tels actifs, telles machines, tels ateliers. Vous avez cette liberté. Dans les actifs sur lesquels il faut que vous soyez attentifs, il y a effectivement les actifs nantis. Alors, qu'est-ce que c'est que les actifs nantis ? Ce sont des biens qui ont été donnés en garantie à un prêteur. Et l'article 642.12 prévoit effectivement que dans l'hypothèse où l'actif a été nanti, que l'actif nanti, dans l'hypothèse où, l'actif qui serait nanti serait bien celui qui a été financé par l'emprunt, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien, la reprise de l'actif emporte la reprise des mensualités dues sur l'emprunt. Donc c'est un sujet sur lequel il faut être particulièrement attentif. Les banquiers le sont, les repreneurs doivent l'être également. La jurisprudence sur le sujet est d'ailleurs assez foisonnante, donc le sujet est délicat. Il l'est également sur le crédit bail, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on offre la reprise de contrat de crédit bail, à la fin d'un contrat de crédit bail, le principe, en tout cas l'intérêt, c'est de pouvoir lever l'option d'achat. Et l'option d'achat, vous ne pourrez la lever que dans l'hypothèse où la totalité des mensualités aura bien été réglée, en tout cas celle qui était encore en souffrance au moment de la reprise. Donc attention à ça. On a la possibilité, on peut facilement se dire je vais faire une excellente affaire parce qu'il me reste 2 mensualités et j'aurai la machine-outil en payant l'option d'achat pour 100 euros ou 1 euro. En réalité, les choses sont plus compliquées que ça. Il faut faire bien attention à cet aspect des choses. Je voulais qu'on voit les autres écueils à éviter dans ce cadre-là. Il faut également être attentif au contrat, tout ce qui est beau, tout ce qui est contrat intuitu personné, pour pouvoir là encore savoir quelle pourrait être la réaction que pourraient avoir les gens liés à l'entreprise en difficulté et s'assurer de ce que les contrats perdureront, parce que bien entendu, payer un prix d'acquisition sans avoir la certitude que la clientèle sera encore là demain, ce serait une grave erreur. Et on agit, je l'ai dit, dans des temps qui sont courts, dans des circonstances qui sont toujours difficiles, et il est assez compliqué parfois de se faire une idée précise de ce qu'on rachète, mais il faut, encore une fois, prendre le temps nécessaire de cette réflexion. RCF, Radio chrétienne francophone. Merci Maître Mathieu Luciani, avocat. Place maintenant aux témoins pour cette deuxième partie de soirée. Christian Provost, bonsoir à nouveau. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter à notre public ? Oui, alors je dirige un groupe qui est dans l'équipementier du ferroviaire, qui fait à peu près 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 400 personnes à peu près. Voilà. Alors vous avez repris une entreprise, des entreprises ? Oui, j'en ai repris 3, à la barre du tribunal. Et alors à chaque fois, si vous voulez, nous on a racheté des entreprises in boni et des entreprises à la barre du tribunal. Quel que soit le rachat ou la reprise d'entreprise, on le fait que dans le cadre stratégique du groupe. C'est-à-dire que ça a un intérêt pour le groupe. Ça peut être relativement important d'acquérir l'entreprise pour le groupe, et en fonction de ça, donc, si ça a un vrai intérêt, on peut aller jusqu'à la présentation donc, d'une offre de reprise. Selon vous, quels sont vos conseils à la bonne pratique d'une reprise ? C'est déjà d'y aller, à mon avis, dans un cadre stratégique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas racheter une entreprise pour l'histoire de racheter une entreprise parce que c'est un concurrent ou pas. Je suis dans un domaine, moi, où il y a malheureusement beaucoup de défaillances de concurrents. On est poussé par nos clients à aller regarder les concurrents et pratiquement, si vous voulez, par année, on a 3 à 4 dossiers que nos clients nous présentent pour qu'on aille regarder si ça peut avoir un intérêt ou pas. Et donc, moi, je rachète qu'une entreprise tous les 2 ans. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, en fait, ne présentent pas d'intérêt parce que ça ne rentre pas dans notre cadre stratégique. Deuxième élément, il faut que cette entreprise ait évidemment un savoir-faire et qu'elle ait des produits qui soient évidemment plutôt pas trop mal. Alors, la particularité, si vous voulez, des entreprises que j'ai rachetées, en fait, c'est des entreprises en difficulté parce qu'ils ont des problèmes de croissance, des financements de croissance qui sont très très mal faits.
Par exemple, la dernière en date, si vous voulez, c'est une entreprise qui faisait 25 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui, malheureusement, avait pris un marché de 56 millions et qui n'arrivait pas à y faire face et elle a explosé en plein vol, quoi. Et donc, cette entreprise-là avait quand même pas mal d'attrait, pas mal d'intérêt. Et là, donc, on s'y est intéressé. Alors, d'abord parce que dans le domaine du ferroviaire, les clients, il y en a très peu. Ils sont très attachés à leurs sous-traitants parce que les trains sont fabriqués sur de longues durées. Et donc, changer de sous-traitant, pour eux, c'est catastrophique. Et donc, quand il y a un sous-traitant en difficulté, évidemment, l'intérêt est d'avoir quelqu'un qui le reprenne le plus vite possible pour qu'il ne voit pas passer qui ne voit pas passer la difficulté du sous-traitant. Et donc, c'est vrai que nos clients, en général, regardent avec bienveillance que l'on puisse présenter un plan qui aille vite et qui puisse tout de suite faire redémarrer les entreprises. Monsieur Provost, est-ce que vous pouvez témoigner d'une reprise? Comment ça s'est passé? Comment vous avez monté votre dossier? Et puis, comment se porte aussi cette structure aujourd'hui et son personnel? D'abord, le groupe Bara, donc il y a en tout 8 sociétés dans le groupe. Et dans ces 8 sociétés, on est tous gérés de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un schéma organisationnel excessivement strict. Donc, quand on arrive dans une société, on sait très exactement ce qu'il nous faut, à quelle place il nous faut, et toute la difficulté est de trouver des hommes qu'on puisse caler dans l'organisation. Et donc, toute la partie, si vous voulez, le gros du travail, c'est les hommes, quoi. C'est vraiment les hommes, de trouver les hommes clés, de pouvoir voir les potentialités d'hommes nouveaux qui pourraient être formés, qui pourraient être mis à la bonne place. Bon, il y a des gros dégâts quand même, parce que dans la dernière que nous avons rachetée, il y avait 320 personnes, on n'a gardé que 80. D'ailleurs, pour la petite histoire, ces 80 ont fait le même chiffre d'affaires que les 300. Un an après. Et évidemment, il faut tout de suite avoir les bons hommes à la bonne place, quoi. Oui. Et cette entreprise, elle restera à 80 ou il y a une option de croissance, d'embauche? On va avoir une phase difficile, nous, parce que là, on a trop de travail. Et puis, malheureusement, les affaires dans le ferroviaire sont difficiles à avoir parce qu'il faut 1 an et demi de négociation. Donc, on va avoir une petite période difficile à partir de 2017 qu'il va falloir avaler. Le micro, bien devant votre bouche. À partir de 2017 qu'il va falloir avaler. Et donc, pour l'instant, si vous voulez, on fait face au surcroît de travail par des intérimaires. Parce que cette période de 2017, il y aura une baisse à peu près de 30% du chiffre d'affaires en 2017. Et ça rebondira après, mais bon, il faut passer le cap quand même. Alors, en résumé, vos conseils pour les bonnes pratiques d'une reprise d'entreprise en difficulté, Monsieur Provost? Il faut y aller parce que ça a un gros intérêt pour l'élargissement du groupe. Il faut y aller avec très exactement savoir ce qu'on veut faire, d'une manière très précise. Et puis après, il faut évidemment essayer de trouver les hommes adéquats. C'est la partie la plus difficile parce que faut, comme disait monsieur, il faut les séduire, il faut les convaincre que l'organisation peut fonctionner. C'est pas très évident. Bon, c'est vrai que dans un cadre de reprise comme ça, les anciens cadres sont assez déboussolés, parce que c'est quand même un échec, et la nouvelle organisation qu'on met en place, souvent, si vous voulez, les remet en cause, parce qu'ils n'ont pas su forcément organiser avant. Donc c'est un petit peu difficile à manager toute la partie des cadres précédents. Et puis surtout, si vous voulez, c'est de bien dérouler. On arrive, si vous voulez, à redresser des entreprises. Nous, on est arrivé à redresser cette dernière entreprise qui est pas très loin d'ici, qui est à Loudun, à peu près en 6 mois de temps, si on avait à peu près tout remis en selle, quoi, globalement. Et refourni à peu près tous nos clients correctement. À la date d'aujourd'hui, ça fait plus d'1 an, on est à jour dans tout. Tout est calé. Et précisément, comment est-ce que vous gérez l'humain, les richesses humaines dans ce cadre? Écoutez, il faut détecter parmi les gens qui sont dans l'entreprise. Alors, ce qui n'est pas facile d'ailleurs avec les administrateurs, parce qu'ils nous donnent pas en général ce qu'on veut. Mais il faut détecter les potentiels, les gens qui ont des savoir-faire et des potentiels. Et je dis souvent, il vaut mieux un homme qui veut et qui ne sait pas qu'un homme qui sait et qui ne veut pas.
Et parce que pour tout changer, remettre en cause, remettre une nouvelle organisation, c'est quand même plus facile avec des hommes neufs. RCF. C'était Christian Provost de l'entreprise Barra sur RCF, l'un des témoins de la table ronde sur la transmission d'entreprise organisée par le MEDEF Touraine et sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans la reprise d'entreprise. Troisième partie sur les clés du rebond après avoir écouté Thomas Fersen, le moucheron. Allongé sur mon pucier, je me repose les pieds, je me repose l'esprit. Ce moment n'a pas de prix. Un moucheron tourne en rond sur le plafond. Un moucheron tourne en rond sous le néon. Autant aller prendre un pot pour procurer du repos à mes pieds, à mon cerveau. Oui, mais voilà qu'à nouveau un moucheron tourne en rond dans mon picon. Un moucheron dans le bouillon apprend la brasse papillon. Le picon m'a donné faim et il faut y mettre fin. Je m'invite au restaurant, je me plains au chef de rang. Un moucheron tourne en rond dans le cresson. Un moucheron, c'est pas bon, appelez-moi la direction. Oh, l'amour. J'ai plus que ce mot à la bouche depuis que cette sale petite mouche m'a piqué dans mon sommeil, m'a piqué à l'orteil. Ce moucheron, ce vol brouillon, ce tourbillon, ce cupidon qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond comme un flocon. Avec une joie canine, je m'enfuis chez la voisine et le moucheron s'envola. Et voici, et voilà, nous dansions, nous tournions sous les lampions. Nous dansions, nous tournions au son de l'accordéon. L'amour m'a donné des ailes, avec un peu trop de zèle. J'ai l'esprit qui papillonne et les oreilles qui bourdonnent. Les moucherons tournent en rond et me couronnent le citron. Je suis le roi des moucherons, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond. La joie est universelle. RCF. La joie se partage. Nous allons passer à la troisième partie de cette table ronde, diffusée donc sur RCF avec Marie-Cécile Galloyer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert comptable chez Inextenso. Et puis notre témoin sera Bruno Poilpré de l'entreprise Rouillot. Bonsoir Monsieur Poilpré. Bonsoir. Alors avec vous d'abord, Cécile Galloyer, nous allons voir le rôle de l'expert comptable dans l'accompagnement des entreprises en difficulté et dans le cadre d'une session d'entreprise en difficulté. Donc beaucoup d'éléments ont déjà été évoqués, donc je vais peut-être faire un petit peu de redondance. Donc le rôle de l'expert comptable, c'est toujours d'accompagner un repreneur. Et normalement, quand on suit nos clients régulièrement, à l'avance, on a une stratégie. Donc il va vouloir se développer soit sur des nouveaux marchés, soit sur des nouveaux produits, soit augmenter sa situation géographique, soit aller vers l'exportation. Il faut qu'on ait défini à l'avance son objectif. Et une fois qu'on aura défini les objectifs, on va aller chercher des entreprises potentielles. Pas forcément une entreprise en difficulté, mais quelquefois ça peut être l'opportunité. Donc quand on a une entreprise en difficulté à reprendre, on va aller, comme l'a précisé maître, je ne sais plus son nom, on va aller voir la data room, et avec la data room, on va faire des analyses, on va faire des audits. Donc on va faire des audits financiers, on va faire des audits juridiques. On va analyser surtout tous les éléments. On va même prendre rendez-vous avec l'ancien chef d'entreprise pour découvrir quelles étaient les causes de la difficulté économique de cette entreprise. Soit on aura trop d'investissements, on aura peut-être trop de personnel, on peut avoir des produits qui soient obsolètes et qui ne correspondent plus au marché, on peut avoir un concurrent qui s'est installé. Il y a plein de causes, donc il faut qu'on découvre quelles sont les causes de cette défaillance. S'il y a plusieurs activités, on va les découper par activité, puisque peut-être que devant le tribunal de commerce, on ne présentera peut-être qu'une reprise partielle de cette entreprise. Donc il nous faudra aussi détailler tous les actifs incorporels, les brevets, les savoir-faire de l'entreprise, les noms, les actifs
corporel, c'est-à-dire tous les matériels, les stocks, savoir si c'est des stocks qui sont anciens, qui sont récents, si on va pouvoir utiliser ces stocks ou si on va devoir en prendre qu'une petite partie. On va aussi analyser la qualité des créanciers, parce que beaucoup de créanciers peuvent avoir changé de fournisseur. Donc la qualité des créanciers qu'il reste n'est peut-être pas très très bonne. Et on aura la même chose au niveau des fournisseurs. Donc là, on reprend à peu près les mêmes éléments, mais on a besoin de faire toute cette analyse pour avoir des solutions à trouver. Et une fois qu'on a trouvé des solutions, on va monter des prévisionnels. On va voir quels sont les besoins de financement qu'on va avoir, le besoin en matière humaine. Et puis, on va voir comment c'est compatible avec l'entreprise. Soit on va créer une activité nouvelle avec une entité juridique distincte, soit on va l'intégrer dans la société existante. Donc il se peut, quand on rachète une entreprise, dernièrement un de nos clients a repris une entreprise en difficulté, où là on avait plusieurs activités, et donc on a distingué tout ce qui était immobilier, pour pouvoir avoir un financement plus facilement au niveau des banques. On a distingué une activité de transport qui nous a permis de bénéficier d'une convention collective différente de l'activité principale de l'entreprise. Donc ça nous permettait comme ça d'obtenir des gains sur le coût humain et d'avoir peut-être à gérer des groupes d'individus, et c'était beaucoup plus facile en distinguant différentes activités, différentes sociétés. Une fois qu'on a analysé toutes ces causes, qu'on en a trouvé des solutions, donc là on va monter des budgets, puisqu'il va falloir que l'on présente le dossier auprès du tribunal de commerce. Donc ce dossier, on doit tout d'abord bien spécifier quelles sont les compétences des repreneurs, quelle est la raison principale du rachat de l'entreprise. Soit c'est une activité nouvelle, soit c'est le rachat d'un concurrent, comme vous l'avez dit, soit c'est une opportunité de se développer, enfin de grossir pour répondre à des appels d'offres. Et une fois que l'on va avoir déposé ce dossier, si ce dossier est accepté, après on a un travail en tant qu'expert comptable qui est assez... Il faut qu'on soit rapide, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on mette en place tout de suite une comptabilité, il va falloir qu'on fasse des contrôles, parce que quand on a proposé de racheter des actifs, après il faut qu'on fasse un inventaire physique. L'inventaire physique peut durer, en fonction de la grosseur de l'entreprise, 1 semaine à 2 semaines, et là on s'aperçoit que de temps en temps, il nous manque des actifs significatifs. Et après, on va faire aussi tout un travail sur le côté humain, parce qu'on reprend souvent que 10 à 15% des personnes qui sont employées dans l'entreprise. Donc votre rôle d'expert comptable, c'est de faire du sur-mesure, oui, d'établir un et d'analyser surtout et les marges, et de bien suivre les marges. Et après, on a quelque chose d'important à mettre en place, c'est la trésorerie. C'est-à-dire que quand on va déposer un budget prévisionnel, il faut qu'on voit derrière comment on va pouvoir faire le financement. Parce que rarement les banques sont partenaires. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour avoir des financements. On peut faire un leaseback, par exemple, sur certains matériels. On peut faire du crédit bail immobilier sur tout ce qui est structure immobilière. Ou on peut aussi, il faut qu'on ait aussi des fonds propres qui arrivent dans l'entreprise. Donc ça, c'est souvent la partie la plus délicate. Et quant au management, souvent, pas souvent, puisque là, il y a des cas où ça a bien fonctionné, souvent les repreneurs d'entreprises sont partis de rien, ont racheté des entreprises et ont toujours bien fonctionné. Il est vrai qu'il est difficile, après, de diriger une entreprise qui a connu des difficultés, justement parce qu'il faut manager des gens de manière différente. Ils ont perdu confiance, ils n'ont plus envie de travailler. Il faut arriver à leur faire comprendre qu'on a un nouveau projet d'entreprise et qu'on va pouvoir renouer avec les bénéfices. Donc il faut leur donner régulièrement des informations. Et ça, on le fait à travers de tableaux de bord, de suivi de chiffre d'affaires ou même de réunions avec le personnel. Il est important que le personnel soit impliqué dans la continuité de l'entreprise. RCF. Merci à vous, Madame Galagoyer, pour ce témoignage d'expert comptable. Oui. Le témoin, Monsieur Poilpré. Alors, comment rebondir? Quelles sont les clés du rebond?
Vous pouvez d'abord nous présenter votre entreprise et puis nous expliquer quelles ont été pour vous les clés du rebond. Alors, je suis ici au nom de Rouillot, mais pas vraiment, puisque aujourd'hui, l'entreprise Rouillot est dans un groupe qui s'appelle Sofip, avec 6 entreprises. C'est 25 millions de chiffre d'affaires, avec à peu près 250 personnes, réparties un peu plutôt dans l'Ouest, puisqu'on a plusieurs sociétés, une à Nantes, une au Mans aussi. Donc le rebond, alors je rejoins un petit peu tout ce qu'il a dit, je ne vais pas faire une redite, mais pour moi, la reprise d'entreprise, c'est nécessairement au travers d'un projet. Il faut vraiment qu'il y ait un projet. Si vous n'avez pas un projet à présenter qui soit cohérent avec ce que vous avez envie de faire au sein de votre groupe, ça ne peut pas fonctionner, enfin à mon sens. En tout cas, nous, dans notre stratégie, c'était vraiment indispensable. Et on s'est éloigné de nos bases habituelles qui sont de peinture, puisque donc on a fait la reprise d'une entreprise qui n'a rien à voir avec la peinture, qui est dans la menuiserie aluminium et la serrurerie. Et vous allez me dire, c'est totalement saugrenu, comment vous pouvez connaître la technique ? Bien, c'est tout simplement que aujourd'hui, certains marchés s'offrent à nous sur des façades, notamment en isolation par l'extérieur, en bardage, et que à chaque fois, il y a une coactivité entre notre métier d'isolation, où on vient rapporter des isolants, et la partie fenêtre, voire garde-corps. Et donc, tout naturellement, on s'est dit, effectivement, si dans le groupe, on avait cette compétence, on pourrait apporter plus de services à notre client et annuler ces interfaces qui sont très problématiques dans le bâtiment. Donc voilà le projet, si vous voulez, on a tout de suite la clé. Ensuite, les difficultés arrivent quand on va vers une entreprise qui est, en l'occurrence, en dépôt de bilan et en plan de cession. Comme on l'a dit tout à l'heure, on arrive dans un univers sinistré. Les salariés sont désappointés, le chef d'entreprise, pareil. Et puis, on essaie de trouver le vrai du faux dans tout ce qu'on nous présente. La data room, c'est bien, mais ça reste que malheureusement du papier, des chiffres, et derrière tout ça, il y a de l'humain. Et je crois qu'il faut se déplacer, prendre la température, rencontrer les gens et se faire une idée. Voilà, tout en essayant de rester le plus objectif possible, ce qui est très délicat. Voilà. Donc je crois qu'il faut avoir une équipe autour de soi pour bien œuvrer et se faire une idée la plus précise possible. Monsieur Poilpré, concrètement, l'entreprise que vous avez reprise, dans quel état elle était quand elle était en proposition de rachat? Combien de salariés? Alors il y avait 25 salariés, elle oui. était en cessation de paiement, elle était en dépôt de bilan, elle était prête à être cédée. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que on a possibilité, je vais faire grincer quelques dents, mais de faire son marché, entre guillemets, quand on est en plan de cession, c'est-à-dire de se dire, voilà, je reprends ça, je reprends pas ça. Bon, on n'a pas le droit de dire, je ne reprends pas tel salarié. Même s'il ne vous revient pas, on a le droit de dire je ne prends pas ce poste, mais pas tel salarié, donc il faut être très vigilant. Le social a une part très importante. Moi, mon guidage a été que cette entreprise était ancienne, elle avait 40 ans d'existence, un vrai savoir-faire, puisque une serrurerie pointue, de qualité dans le bâtiment. Donc les salariés étaient toujours présents. Donc on pouvait y aller, on pouvait se dire, si on les remotive, on va retrouver cette qualité, on va retrouver cette puissance de feu qu'on a besoin. Et donc c'était ce pari, voilà. Donc c'est vraiment le côté humain, séduction, on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il faut convaincre et réussir à emmener les gens, les prendre par-dessus bras en leur disant, voilà, oubliez le passé. Et là, maintenant, j'ai un projet à vous proposer et on va de l'avant et on va réussir tous ensemble. C'est un travail d'équipe. C'était quoi ce projet que vous avez proposé ? Ce projet, c'est très simple. Je leur ai dit, voilà, nous, on a besoin de vous. Sur les façades, on a besoin d'un menuisier alu, d'un serrurier. On a besoin de votre savoir-faire. Vous bossez super bien. Ça fait 40 ans que vous existez. C'est anormal que vous disparaissiez. Donc, faut qu'on se retrousse les manches tous ensemble et on va faire ce qu'il faut pour que l'entreprise se relève et que demain on soit là. Voilà. Ça, c'était en mars 2014. Et aujourd'hui, cette entreprise en est où ? Alors, déjà, on fait un exercice fin 2014 positif. Au passage, je signale que donc on avait pris un risque majeur parce qu'on n'avait pas repris dans les actifs les chantiers. C'est-à-dire que j'ai repris une société avec du personnel, avec du matériel, du stock, mais pas de chantier. Vous avez repris les 25 salariés ?
Alors, j'ai pas repris les 25 salariés parce que on avait en bureau d'études une difficulté. J'avais déjà en compétences internes dans Rouillot suffisamment de personnes qui pouvaient aider à je dirais, restructurer mieux la partie technique. Donc, on n'a pas repris le poste qui était en bureau d'études. On n'a pas repris le conducteur de travaux parce que nous aussi, c'est un métier qu'on sait bien faire. Et on avait le poste disponible. Et on n'a également pas repris la personne qui chiffrait la serrurerie. Donc il y a 3 personnes qu'on n'a pas repris sur 25. Voilà. Donc ce qui est une reprise déjà conséquente. Après, je vous dis, on a pris un risque énorme en ne reprenant pas les chantiers. Ça veut dire que demain, si les clients disent bah tant pis, on trouve quelqu'un d'autre. Mais pour être franc, c'était un petit peu malin de ma part puisque les chantiers étaient déjà démarrés. Quand vous êtes dans une menuiserie aluminium, vous utilisez des profilés qui sont estampillés de telle ou telle marque. Si un chantier est déjà démarré et qu'il est au milieu, je vois mal les clients refuser vraiment de continuer. Donc le deal et la gageure a été d'aller voir les clients en leur disant aujourd'hui, voilà, vous avez affaire à une nouvelle société. Vous avez acheté votre marché 300 000 euros, mais je suis désolé, moi je peux vous le continuer, mais c'est pas 300, c'est 350 parce que si l'entreprise elle en est là aujourd'hui, c'est qu'il y avait des erreurs, c'est qu'il y avait des problèmes de chiffrage, des choses comme ça. Et vous vous doutez bien que ça s'est pas toujours forcément bien passé, mais malgré tout, avec du dialogue, on a réussi à convaincre les clients qu'on était des gens sérieux, et globalement, on a récupéré 90% des affaires. Voilà. Et comment ça s'est passé ? On parle des clients pour les fournisseurs. Pour les fournisseurs, on le disait tout à l'heure, notre principal fournisseur d'aluminium a été très satisfait de voir l'entreprise continuer et de voir qu'aujourd'hui, son chiffre d'affaires a augmenté et qu'elle est toujours là. Voilà. Perspective à moyen terme pour cette entreprise que vous avez reprise en 2014 ? Alors déjà, on va essayer de clôturer l'exercice 2015 qui sera positif et 2014 était déjà positif, ce qui est déjà merveilleux. Et les perspectives à moyen terme, c'est simple, c'est déménagement de l'entreprise, modernisation de l'entreprise, puisque aujourd'hui, elle a quasiment un carnet de commandes plein pour 2016, ce qui est très très bien. Et donc, on peut envisager le futur avec un peu plus de sérénité et accentuer nos parts de marché sur ce domaine. Voilà. RCF. Bruno Poilpré de l'entreprise Rouillot, invité témoin de la table ronde sur la transmission d'entreprises en difficulté, organisée et enregistrée à Tours lundi 23 novembre. Je remercie nos autres invités de cette soirée. Marie-Cécile Galloyer, expert comptable, Christian Provost, entreprise Barra, Mathieu Luciani, avocat, Denis Nézard, groupe CSI Réseau, et Frédéric Blanchard, administrateur judiciaire.